D'accord, bonjour à tous et merci à Samy de l'invitation. Apparemment, il a envoyé cette invitation à pas mal de partis politiques et on a un des premiers à participer à cet événement. Jean, je pense que c'est plutôt intéressant d'avoir envoyé ça à tous les partis parce que une des idées de solidarité et progrès que je vais vous présenter, bon, rapidement, hein, en 10 minutes aujourd'hui, est évoqué dans un des poèmes d'Aragon, je ne sais pas si vous le connaissez, qui dit que quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ces querelles au cœur du commun combat. Et aujourd'hui, je pense qu'en France, et malheureusement, la politique est devenue trop souvent une sorte de Kama Sutra, c'est-à-dire avec toute une série de positions, chacun sa position, un peu différente de l'autre. Oui, je suis d'accord avec ça, mais pas avec ça. On a une sorte de Kama Sutra politique qui fait que finalement, on n'est pas en train de répondre soit aux problèmes réels de la population française, soit aux grands défis en fait qui sont devant nous. Là j'ai un écho maintenant, c'est pas grave, d'accord. Donc je disais, on est incapable quand on est dans une politique de position de répondre soit aux problèmes de base de la population de son pays, soit de faire face aux grands enjeux de notre époque. Et avant de présenter solidarité et progrès, parce que je pense que la politique doit toujours se faire par rapport à ce qui se passe dans le monde réel et pas simplement par rapport à ce qu'on imagine, à l'heure où je vous parle ce soir, il faut bien voir que le monde, comme jamais auparavant, a été justement exposé à un danger de guerre. Par exemple, cet après-midi, ça fait la une des journaux aujourd'hui en Angleterre, j'ai l'article devant les yeux, par exemple, où la Chine a envoyé cet après-midi 2 missiles de mise en garde sur des bateaux, des bateaux américains, des bateaux de l'armée américaine, hein, suite au fait qu'ils avaient attrapé des avions espions qui, au large des côtes de Taïwan, viennent chatouiller les Chinois sur leur propre sol, puisque là, on est bien dans la violation du territoire national d'un pays, et les Américains, et en particulier poussés par le secrétaire d'État, enfin le ministre des Affaires étrangères qui s'appelle Mike Pompeo, qui a clairement dit aujourd'hui qu'il fallait faire en sorte de faire tomber le gouvernement chinois et si possible par la force. Et aujourd'hui, les Chinois aujourd'hui ont répondu par un lancement de 2 missiles. Donc on est dans une situation aujourd'hui au niveau international qui est extrêmement tendue. Je vous envoie d'ailleurs, pour ceux qui veulent s'intéresser un petit peu plus à cette question, à la vidéo que j'ai fait moi-même avec Monsieur Cheminade hier et qui est sur notre site solidarité et progrès.fr et qui montre qu'il n'y a pas simplement qu'en Chine où l'armée américaine est en train de déstabiliser la région en utilisant la petite île de Taïwan. Vous avez également ce qui se passe autour de l'Iran, puisque encore une fois, le ministre des Affaires étrangères américain a décidé de faire quelque chose qui ne s'est jamais vu depuis l'après-seconde guerre mondiale, puisqu'il a décidé non seulement déjà de se retirer des accords et des accords qui avaient été engagés avec l'Iran pour régler le problème du nucléaire iranien et auxquels avait signé la France d'ailleurs et beaucoup de nombreux autres pays. Donc non seulement les Américains se sont retirés de manière unilatérale et aujourd'hui veulent imposer quand même les sanctions et imposer aux autres pays du monde d'appliquer ces sanctions contre un pays qui s'appelle l'Iran. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour simplifier la chose? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les États-Unis avec Mike Pompeo, viennent de mettre fin de manière quasi officielle au multilatéralisme qui avait lieu avec ce qu'on appelle les Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies, donc qui, comme vous le savez, j'imagine, comporte 5 pays, la France, le Royaume-Uni, la Russie, la Chine et les États-Unis. C'est l'héritage de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, aujourd'hui, via son ministre des Affaires étrangères, les États-Unis disent qu'ils ne respectent plus ça. La France est opposée à la décision américaine, la Russie, la Chine, bien entendu. Le seul pays dans le monde qui a soutenu cette initiative, c'est la République dominicaine. Vous imaginez, aujourd'hui, les États-Unis sont presque seuls au monde en train de remettre en cause tous les traités internationaux qu'avaient légiféré, qu'avaient régulé, qu'avaient organisé, on va dire, tout le monde de l'après-seconde guerre mondiale. Et enfin, le dernier sujet, pour vous montrer que ça va très très loin dans les délires aventuriers et du monde dans lequel on vit,
c'est que les États-Unis viennent également de publier un programme de militarisation massif donc de l'espace, en disant que de toute façon aujourd'hui les Chinois, les Russes, même les Français d'ailleurs, hein, ont une stratégie de développement au niveau voilà de mettre en place un village lunaire, l'exploration vers Mars, il y a plein de projets, etc. Et évidemment, les États-Unis soupçonnent que c'est des projets militaires et ont décidé donc de mettre fin au traité de 1967, donc qui était également un traité qu'avaient signé la plupart des pays dans le monde, disait que l'espace, pour éviter qu'on fasse dans l'espace ce qu'on avait fait au XXe siècle sur la Terre, c'est-à-dire se massacrer les uns les autres, il était interdit d'utiliser l'espace comme un espace militaire. Et donc, c'était qu'à des fins de télécommunication, d'observation, de recherche scientifique, d'exploration, mais en aucun cas l'utiliser comme un outil de guerre, justement, pour pas que le 21e siècle ressemble au 20e. Donc ça, c'est pareil, c'est encore une décision qui met fin à ce qui régulait notre vie d'une certaine manière, nos habitudes, les traités internationaux, depuis les années 50 ou 60 selon certains traités. Donc voilà un petit peu, ça c'était simplement, non pas pour vous faire peur, hein, mais simplement pour présenter en fait un petit peu, je dirais, une des philosophies de Solidarité et Progrès finalement, qui n'est pas de faire de la politique avec un programme politique qu'on pourrait sortir aussi bien en 1980 qu'en 1999 ou en 2022, avec des positions plus ou moins toujours très générales, mais par rapport à un contexte. Donc aujourd'hui, nous, la grande mobilisation que nous menons avec notre parti politique, ce n'est pas de chercher comment on va être candidat au présidentiel en 2022, mais c'est de mobiliser autant qu'on peut la population, les élus de la République, les députés, via nos réseaux et nos connaissances, pour qu'il y ait une pression justement au niveau du gouvernement pour calmer le jeu et calmer le jeu autour de toutes ces tensions que j'ai développées et organiser au plus vite donc un sommet entre justement ces 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, les mettre autour d'une table, mettre Poutine face à Xi Jinping face à Donald Trump face à Macron et Macron face à Boris Johnson. Donc, vous voyez, de mettre ces gens-là autour d'une table et de dire voilà, il faut cool head, comme on dit aux États-Unis, il faut redescendre d'un cran, il faut garder la tête froide, parce que beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de dire, hein, même dans les milieux diplomatiques français, un petit incident à Taïwan, un petit incident en Iran ou un petit incident aux frontières russes pourrait enclencher, comme on l'a vu au XXe siècle, une série d'événements, une série de conséquences qui deviendraient très vite incontrôlables et avec les armes, évidemment, qu'on a développées aujourd'hui, seraient très dangereux pour le monde. Alors, comment on en arrive à cette situation? Et ça a été finalement tout le combat de Jacques Cheminade d'abord. On en parlera ensuite. Je sais qu'il y a des questions un petit peu sur Jacques Cheminade. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails maintenant. Mais c'est Jacques Cheminade donc, qui a créé donc, Solidarité et Progrès. Après sa première campagne de 95, puisqu'avant il faisait partie d'un autre parti qui s'appelait le Parti ouvrier européen, donc jusque dans les années, jusqu'à sa campagne présidentielle de 95. Et après sa campagne de 95, il a donc créé Solidarité et Progrès sur la base, si vous voulez, d'éviter que les dérives financières, ce qu'il a appelé le monde de la City et de Wall Street, ce monde de la finance, comme aurait dit l'autre, éviter que ce monde de la finance nous amène justement aux conséquences que nous avons aujourd'hui. Et malheureusement, on peut dire qu'il n'a pas réussi pour l'instant, à être entendu. Et donc, Solidarité et Progrès a été créé, donc, comme je disais, dans les années 90, avec l'idée d'éviter un krach bancaire. Et M. Cheminade a organisé sa première campagne présidentielle en 1995. Et on pourra vous mettre le lien vers la vidéo qui a été publiée, qui s'appelle 1995-2012, le combat de Jacques Cheminade contre le péril financier. Et on revoit les fameuses images de sa campagne de 1995 où, dit-il devant Carrérou et tous les journalistes politiques de l'époque, il dit voilà messieurs, je me présente pour vous dire que dans 10 à 12 ans, avec le casino de l'immobilier, avec la spéculation et la création et le développement des produits dérivés financiers, avec cette financiarisation de tout ce qui est économie réelle, etc., etc., dans 10 à 12 ans, on aura un krach financier qui va être d'une violence terrible
comme en 1929, et qui pourrait avoir les mêmes conséquences, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale. Donc, il crée son parti en 96 sur cette base-là, et n'a eu de cesse de se battre pour éviter ce krach financier qui, malheureusement, comme vous le savez, a eu lieu en 2008, qui a eu des terribles conséquences pour toutes les économies occidentales. Et donc, une des choses qui fait le cœur de son programme, c'est son combat contre la finance. Et pour rapidement faire un historique, pourquoi M. Cheminade, qui était haut fonctionnaire de l'État français, qui défendait les intérêts de notre pays, il a fait l'ENA, il a fait HEC, il a fait une école de droit, il a le parcours, je dirais, le parcours classique du haut fonctionnaire français très qualifié. Pourquoi il s'engage en politique et crée son premier parti dans les années 70? C'est suite au découplage de l'or et du dollar, ce qu'on a appelé la fin des accords de Bretton Woods, donc les accords qui avaient été mis en place après-guerre pour réorienter le monde vers justement pour qu'il n'y ait plus jamais de guerre, pour mettre fin aux empires, en particulier l'empire français, l'empire anglais à l'époque, qui était bel et bien existant. Et si vous voulez, on a vécu dans un système de régulation financière où les banques de dépôt étaient séparées des banques d'affaires. Ça, je pourrais y revenir plus tard, c'est très important. C'est une des pierres angulaires de notre programme. Donc, où les banques de dépôt et les banques d'affaires étaient séparées, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas spéculer avec l'argent des citoyens. On avait des banques nationales, on avait des États qui étaient souverains, comme on dit. D'ailleurs, tout le retour au débat du souverainisme aujourd'hui qu'on voit. Donc, on avait des États souverains qui avaient des outils de crédit, de financement, de développement, ce qui avait permis les 30 Glorieuses. Et évidemment, tout ça s'est arrêté à partir de 1971, quand Nixon a mis fin aux accords de Bretton Woods. Et le monde, finalement, s'est réengagé sur ce qu'on avait eu avant, justement, Bretton Woods, c'est-à-dire un monde de free trade, la politique du libre-échange, qui est une politique d'inspiration britannique, Adam Smith et toute cette clique-là, qui est finalement, si on le résume ici de manière radicale, qui est la loi de la jungle et surtout la loi du plus fort. Hein. Et donc, à partir des années 70, c'est réinstauré petit à petit un système de loi de la jungle où il était plus facile d'aller faire travailler des Asiatiques pour une main-d'œuvre moins chère que de faire travailler les industries, les ouvriers français. Donc, toute cette logique-là s'est mise en place et M. Cheminade a très vite vu avec d'autres économistes. D'ailleurs, il a travaillé longtemps avec un économiste américain dont on pourra parler, qui s'appelle Lyndon LaRouche. Et donc, ces gens-là ont vu que cette dérive-là allait nous amener justement vers une nouvelle catastrophe et ont décidé de se battre, d'organiser des partis politiques en Europe, aux États-Unis et ailleurs, de rejoindre les pays non alignés, c'est-à-dire tous ces pays du Sud qui se battaient justement pour un système qui ne soit pas un système de la loi du plus fort, parce qu'eux étaient désavantagés. Et on le voit d'ailleurs, beaucoup de pays aujourd'hui ne sont toujours pas développés. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu tout un mouvement international qui s'est battu pour réintroduire cette idée du Bretton Woods et d'une économie justement qui ne soit pas aux mains des marchés financiers. Donc, malheureusement, on n'y est pas encore. Moi, je suis sûr que ça viendra. Donc, Solidarité Progrès continue son combat. Et disons pour résumer, parce que je pense qu'on pourra rentrer plus dans les détails, mais le programme de Solidarité et Progrès, il est assez simple si on le dit, si on veut le dire. Depuis 95, il est même le même, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a 4 choses à faire qui sont très importantes dans ce pays. Il y a première chose, revenir à la loi de séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires. Donc ça, c'est une priorité absolue pour que on puisse protéger l'épargne des citoyens, protéger les entreprises et leur trésorerie des marchés financiers. Ça doit être séparé. Il faut immédiatement, je dirais même avant la séparation des banques, ce qu'il faut faire immédiatement, c'est un audit sur la dette publique, c'est-à-dire de faire une commission d'enquête parlementaire sur la dette publique, puisque vous savez que malgré les 30 piteuses qu'on vient de connaître, jamais la France n'a été endettée et autant endetté, et on paye 40 milliards d'intérêts de la dette chaque année. Hein, donc, c'est-à-dire que depuis les années 80, on a déjà payé plus de 1000 milliards d'intérêts de notre dette, puisqu'on emprunte sur les marchés et que l'État, comme je le disais, n'a plus la capacité de crédit public qu'elle avait avant via sa banque nationale. Donc voilà, donc il faut faire cet audit sur les banques, cet audit sur la dette. Il faut séparer les banques de dépôt des banques d'affaires pour
chacun son métier. Si une banque spécule, elle tombe en faillite et on n'a pas, comme en 2008, la nécessité de la renflouer. Et ensuite, il faut reprendre le contrôle de la Banque nationale, donc se redonner les moyens de la souveraineté monétaire autour d'une banque nationale qui va irriguer l'économie. Il n'y a pas d'argent magique, a dit un certain président récemment. N'empêche que quand il a fallu trouver 300 milliards pour aider les entreprises dans le chaos sanitaire suite à la privatisation de notre système de santé, on les a bien trouvés. Donc on peut trouver l'argent. La question, c'est dans quoi on va les mettre. Donc audit, séparation des banques, retour à la Banque nationale de crédit, et le quatrième point, qui est peut-être le plus important et le plus à long terme, qui est l'investissement de où on met cet argent. À quoi ça sert? C'est ce qu'on appelle, nous, à Solidarité et Progrès, l'économie physique. Et ça ne doit pas être du blabla, comme je l'entends souvent, en disant voilà, plus de justice, plus de ceci, plus de cela. Moi, depuis que je suis né, je m'intéresse beaucoup à la politique. Hein. J'ai l'impression d'entendre le même programme depuis 30 ans. Hein. On va sauver l'hôpital, on va sauver l'école, on va sauver les agriculteurs, on va sauver les PME. Voilà, donc c'est toujours la même chose. Hein. Mais rien n'est fait parce que l'argent n'est pas mis à ce niveau-là. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est de lancer une politique de grands projets. Immédiatement, évidemment, de réparer l'hôpital public. Ça, c'est la priorité, on l'a vu. De relancer une politique d'investissement dans les infrastructures autour de rénover nos barrages, rénover nos voiries. Il y a beaucoup de ponts en France, 70% des ponts qui sont dans un état calamiteux, des fissures dans nos barrages, des trous dans les routes. Enfin, il y a plein de choses, je dirais, d'infrastructures à mettre aux normes. Et ensuite, s'engager, et ça, je pense que c'est le cœur de notre projet politique, s'engager vers justement des nouvelles technologies. Cheminade est connu pour avoir été l'homme qui parle du programme spatial, l'homme qui parle de l'espace, l'homme qui veut aller sur Mars ou je ne sais quoi dans les médias. En effet, oui, il faut une politique spatiale ambitieuse, une politique d'exploration spatiale. Il faut une politique du nucléaire, il faut aller vers la fusion thermonucléaire, qui est une économie propre. Et il faut aller vers l'hydrogène, par exemple, pour les transports individuels. Il faut sortir de l'économie du pétrole. Donc il y a beaucoup de choses comme ça dans les sciences, les technologies, donc pour lesquelles on se bat depuis des années pour justement et pourquoi on s'appelle Solidarité et Progrès, parce qu'on pense qu'il n'y aura pas l'un sans l'autre. Il n'y aura pas de solidarité au sens social, les retraites, l'assurance chômage, les soins gratuits, l'école gratuite. Il n'y aura pas de solidarité nationale sans progrès de l'économie et sans progrès scientifique et technologique, et vice-versa. Hein. Donc aujourd'hui, c'est un des gros combats. Les 4 points que j'ai développés, je pense que c'est la priorité, et au regard de la situation que j'ai définie au début, je pense qu'il est plus que temps d'arrêter cette folie meurtrière qui a engendré le système bancaire, de réaliser aujourd'hui que tout l'argent qui a été dépensé pour détruire finalement l'économie doit être mis à son service. Donc voilà, en gros, je sais pas, ça fait combien de temps que je parle, j'ai l'impression que ça fait longtemps, mais voilà peut-être pour introduire les débats. Bah, je crois qu'il me semble que ça va faire un petit quart d'heure que tu passes, mais parle, mais donc c'était quand même très intéressant.